50e section des scènes de la vie privée, tome 1, Albert Savarus. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1, Albert Savarus, par Honoré de Balzac, 50e section. Au jour, il envoya chercher à Lucerne le meilleur chirurgien, et quand il fut venu, il lui recommanda le plus profond secret en lui faisant entendre que l'honneur l'exigeait. Léopold revint de son excursion le jour où son ami quittait le lit. Rodolphe lui fit un compte et le chargea d'aller à Lucerne chercher les bagages et leurs lettres. Léopold apporta la plus funeste, la plus horrible nouvelle. La mère de Rodolphe était morte. Pendant que les deux amis allaient de Bâle à Lucerne, la fatale lettre, écrite par le père de Léopold, y était arrivée le jour de leur départ pour Fuelen. Malgré les précautions que prit Léopold, Rodolphe fut saisi par une fièvre nerveuse. Dès que le futur notaire vit son ami hors de danger, il partit pour la France muni d'une procuration. Rodolphe put ainsi rester à Gersau, le seul lieu du monde où sa douleur pouvait se calmer. La situation du jeune Français, son désespoir et les circonstances qui rendaient cette perte plus affreuse pour lui que pour tout autre, furent connus et attirèrent sur lui la compassion et l'intérêt de tout Gersau. Chaque matin, la fausse muette vint voir le Français afin de donner des nouvelles à sa maîtresse. Quand Rodolphe put sortir, il alla chez les Bergmann, remercier Miss Fanny Lovelace et son père de l'intérêt qu'ils lui avaient témoigné. Pour la première fois depuis son établissement chez les Bergmann, le vieil Italien laissa pénétrer un étranger dans son appartement, où Rodolphe fut reçu avec une cordialité due et à ses malheurs et à sa qualité de Français qui excluait toute défiance. Francesca se montra si belle aux lumières pendant la première soirée qu'elle fit entrer un rayon dans ce cœur abattu. Ses sourires jetèrent les roses de l'espérance sur ce deuil. Elle chanta, non point des airs gais, mais de graves et sublimes mélodies appropriées à l'état du cœur de Rodolphe, qui remarqua ce soin touchant. Vers 8 heures, le vieillard laissa ces deux jeunes gens seuls, sans aucune apparence de crainte, et se retira chez lui. Quand Francesca fut fatiguée de chanter, elle amena Rodolphe sous la galerie extérieure, d'où se découvrait le sublime spectacle du lac, et lui fit signe de s'asseoir près d'elle, sur un banc de bois rustique. « Y a-t-il de l'indiscrétion à vous demander votre âge, cara Francesca » fit Rodolphe. 19 ans, répondit-elle, mais passés. Si quelque chose au monde pouvait atténuer ma douleur, ce serait, reprit-il, l'espoir de vous obtenir de votre père. En quelque situation de fortune que vous soyez, belle comme vous êtes, vous me paraissez plus riche que ne le serait la fille d'un prince. Aussi tremblai-je en vous faisant l'aveu des sentiments que vous m'avez inspirés. Mais ils sont profonds, ils sont éternels. Zitto, fit Francesca en mettant un des doigts de sa main droite sur ses lèvres. N'allez pas plus loin. Je ne suis pas libre, je suis marié depuis 3 ans. Un profond silence régna pendant quelques instants entre eux. Quand l'italienne, effrayée de la pose de Rodolphe, s'approcha de lui, elle le trouva tout à fait évanoui. Povero, se dit-elle, moi qui le trouvais froid. Elle alla chercher des sels et ranima Rodolphe en les lui faisant respirer. Marié, dit Rodolphe en regardant Francesca. Ses larmes coulèrent alors en abondance. Enfant, dit-elle, il y a de l'espoir. Mon mari a 80 ans, dit Rodolphe. Non, répondit-elle en souriant, 65. Il s'est fait un masque de vieillard pour déjouer la police. Cher, dit Rodolphe, encore quelques émotions de ce genre et je mourrai. Après 20 années de connaissance seulement, vous saurez quelle est la force et la puissance de mon cœur, de quelle nature sont ses aspirations vers le bonheur. Cette plante ne monte pas avec plus de vivacité pour s'épanouir aux rayons du soleil, dit-il en montrant un jasmin de Virginie qui enveloppait la balustrade, que je ne me suis attaché depuis 1 mois à vous. Je vous aime d'un amour unique. Cet amour sera le principe secret de ma vie, et j'en mourrai peut-être. Ô Français, Français, fit-elle en commentant son exclamation par une petite moue d'incrédulité. Ne faudra-t-il pas vous attendre, vous recevoir des mains du temps reprit-il avec gravité.
mais sachez-le, si vous êtes sincère dans la parole qui vient de vous échapper, je vous attendrai fidèlement sans laisser aucun autre sentiment croître dans mon cœur. Elle le regarda sournoisement. Rien, dit-il, pas même une fantaisie. J'ai ma fortune à faire. Il vous en faut une splendide. La nature vous a créée princesse. À ce mot, Francesca ne put retenir un faible sourire qui donna l'expression la plus ravissante à son visage. Quelque chose de fin comme ce que le grand Léonard a si bien peint dans la Joconde. Ce sourire fit faire une pause à Rodolphe. Oui, reprit-il, vous devez souffrir du dénûment auquel vous réduit l'exil. Ah, si vous voulez me rendre heureux entre tous les hommes et sanctifier mon amour, vous me traiterez en ami. Ne dois-je pas être votre ami aussi? Ma pauvre mère m'a laissé 60 000 francs d'économie. Prenez-en la moitié. Francesca le regarda fixement. Ce regard perçant alla jusqu'au fond de l'âme de Rodolphe. Nous n'avons besoin de rien. Mes travaux suffisent à notre luxe, répondit-elle d'une voix grave. Puis-je souffrir qu'une Francesca travaille? S'écria-t-il. Un jour vous reviendrez dans votre pays, et vous y retrouverez ce que vous y avez laissé. De nouveau la jeune Italienne regarda Rodolphe. Et vous me rendrez ce que vous aurez daigné m'emprunter, ajouta-t-il avec un regard plein de délicatesse. Laissons ce sujet de conversation, dit-elle avec une incomparable noblesse de geste, de regard et d'attitude. Faites une brillante fortune, soyez un des hommes remarquables de votre pays, je le veux. L'illustration est un pont volant qui peut servir à franchir un abîme. Soyez ambitieux, il le faut. Je vous crois de hautes et de puissantes facultés, mais servez-vous-en plus pour le bonheur de l'humanité que pour me mériter. Vous en serez plus grand à mes yeux. Dans cette conversation qui dura 2 heures, Rodolphe découvrit en Francesca l'enthousiasme des idées libérales et ce culte de la liberté qui avait fait la triple révolution de Naples, du Piémont et d'Espagne. En sortant, il fut conduit jusqu'à la porte par Gina, la fausse muette. À 11 heures, personne ne rôdait dans ce village, aucune indiscrétion n'était à craindre. Rodolphe attira Gina dans un coin et lui demanda à tout bas en mauvais italien. « Qui sont tes maîtres, mon enfant? Dis-le-moi. Je te donnerai cette pièce d'or toute neuve. » Monsieur, répondit l'enfant en prenant la pièce, monsieur est le fameux libraire Lamporani de Milan, l'un des chefs de la Révolution, et le conspirateur que l'Autriche désire le plus tenir au Spielberg. La femme d'un libraire? Eh, tant mieux, pensa-t-il, nous sommes de plain-pied. De quelle famille est-elle? Reprit-il, car elle a l'air d'une reine. Toutes les italiennes sont ainsi, répondit fièrement Gina. Le nom de son père est Colonna. Enhardi par l'humble condition de Francesca, Rodolphe fit mettre un tendelet à sa barque et des coussins à l'arrière. Quand ce changement fut opéré, l'amoureux vint proposer à Francesca de se promener sur le lac. L'italienne accepta sans doute pour jouer son rôle de jeune miss aux yeux du village, mais elle emmena Gina. Les moindres actions de Francesca Colonna trahissaient une éducation supérieure et le plus haut rang social. À la manière dont s'assit l'italienne au bout de la barque, Rodolphe se sentit en quelque sorte séparé d'elle, et, devant l'expression d'une vraie fierté de noble, sa familiarité préméditée tomba. Par un regard, Francesca se fit princesse avec tous les privilèges dont elle eût joui au Moyen Âge. Elle semblait avoir deviné les secrètes pensées de ce vassal qui avait l'audace de se constituer son protecteur. Déjà, dans l'ameublement du salon où Francesca l'avait reçue, dans sa toilette et dans les petites choses qui lui servaient, Rodolphe avait reconnu les indices d'une nature élevée et d'une haute fortune. Toutes ces observations lui revinrent à la fois dans la mémoire, et il devint rêveur après avoir été pour ainsi dire refoulé par la dignité de Francesca. Gina, cette confidente à peine adolescente, semblait elle-même avoir un masque railleur en regardant Rodolphe en dessous ou de côté. Ce visible désaccord entre la condition de l'italienne et ses manières fut une nouvelle énigme pour Rodolphe qui soupçonna quelque autre ruse semblable au faux mutisme de Gina. « Où voulez-vous aller, signora Lamporani, dit-il. « Vers Lucerne, répondit en français Francesca. Bon, pensa Rodolphe, elle n'est pas étonnée de m'entendre lui dire son nom. Elle avait sans doute prévu ma demande à Gina, la rusée. Qu'avez-vous contre moi?
dit-il en venant enfin s'asseoir près d'elle et lui demandant par un geste une main que Francesca retira. Vous êtes froide et cérémonieuse. En style de conversation, nous dirions cassante. C'est vrai, répliqua-t-elle en souriant, j'ai tort, ce n'est pas bien. C'est bourgeois. Vous diriez en français ce n'est pas artiste. Il vaut mieux s'expliquer que de garder contre un ami des pensées hostiles ou froides, et vous m'avez prouvé déjà votre amitié. Peut-être suis-je allé trop loin avec vous. Vous avez dû me prendre pour une femme très ordinaire. Rodolphe multiplia des signes de dénégation. Oui, dit cette femme de libraire en continuant sans tenir compte de la pantomime qu'elle voyait bien d'ailleurs. Je m'en suis aperçu, et naturellement je reviens sur moi-même. Eh bien, je terminerai tout par quelques paroles d'une profonde vérité. Sachez-le bien, Rodolphe, je sens en moi la force d'étouffer un sentiment qui ne serait pas en harmonie avec les idées ou la prescience que j'ai du véritable amour. Je puis aimer comme nous savons aimer en Italie, mais je connais mes devoirs. Aucune ivresse ne peut me les faire oublier. Marié sans mon consentement à ce pauvre vieillard, je pourrais user de la liberté qu'il me laisse avec tant de générosité, mais 3 ans de mariage équivalent à une acceptation de la loi conjugale. Aussi, la plus violente passion ne me ferait-elle pas émettre, même involontairement, le désir de me trouver libre. Emilio connaît mon caractère. Il sait que, hors mon cœur, qui m'appartient et que je puis livrer, je ne me permettrai pas de laisser prendre ma main. Voilà pourquoi je viens de vous la refuser. Je veux être aimé, attendu avec fidélité, noblesse, ardeur, en ne pouvant accorder qu'une tendresse infinie, dont l'expression ne dépassera point l'enceinte du cœur, le terrain permis. Toutes ces choses bien comprises, oh, reprit-elle avec un geste de jeune fille, je vais redevenir coquette, rieuse, folle comme un enfant qui ne connaît pas le danger de la familiarité. Cette déclaration si nette, si franche, fut faite d'un ton, d'un accent, et accompagnée de regards qui lui donnèrent la plus grande profondeur de vérité. Une princesse Colonna n'aurait pas mieux parlé, dit Rodolphe en souriant. Est-ce, répliqua-t-elle avec un air de hauteur, un reproche sur l'humilité de ma naissance? Faut-il un blason à votre amour? À Milan les plus beaux noms, Sforza, Canova, Visconti, Trivulzio, Ursini, sont écrits au-dessus des boutiques. Il y a des archinto apothicaires, mais croyez que, malgré ma condition de boutiquière, j'ai les sentiments d'une duchesse. Un reproche? Non, madame, j'ai voulu vous faire un éloge. Par une comparaison, dit-elle avec finesse. Ah, sachez-le, reprit-il, afin de ne plus me tourmenter, si mes paroles peignaient mal mes sentiments, mon amour est absolu. Il comporte une obéissance et un respect infinis. Elle inclina la tête en femme satisfaite et dit « Monsieur accepte alors le traité ?» Oui, dit-il, je comprends que dans une puissante et riche organisation de femmes, la faculté d'aimer ne saurait se perdre et que par délicatesse vous vouliez la restreindre. Ah, Francesca, une tendresse partagée, à mon âge et avec une femme aussi sublime, aussi royalement belle que vous l'êtes, mais c'est voir tous mes désirs comblés. Vous aimez comme vous voulez être aimé, n'est-ce pas pour un jeune homme se préserver de toutes les folies mauvaises? N'est-ce pas employer ses forces dans une noble passion de laquelle on peut être fier plus tard, et qui ne donne que de beaux souvenirs? Si vous saviez de quelle couleur, de quelle poésie vous venez de revêtir la chaîne du Pilate, le riguis et ce magnifique bassin, je veux le savoir, dit-elle. Eh bien, cette heure rayonnera sur toute ma vie, comme un diamant au front d'une reine. Pour toute réponse, Francesca posa sa main sur celle de Rodolphe. Oh, cher, à jamais cher, dites, vous n'avez jamais aimé? Jamais. Et vous me permettez de vous aimer noblement en attendant tout du ciel? Elle inclina doucement la tête. 2 grosses larmes roulèrent sur les joues de Rodolphe. Eh bien, qu'avez-vous? dit-elle en quittant son rôle d'impératrice. Je n'ai plus ma mère pour lui dire combien je suis heureux. Elle a quitté cette terre sans voir ce qui eût adouci son agonie. Quoi? fit-elle, sa tendresse remplacée par une tendresse égale. Povero mio, s'écria l'italienne attendrie. C'est, croyez-moi, reprit-elle après une pause, une bien douce chose et un bien grand élément de fidélité pour une femme que de se savoir tout sur la terre pour celui qu'elle aime, de le voir seul, sans famille, sans rien dans le cœur que son amour. Enfin,
de l'avoir bien tout entier. Quand deux amants se sont entendus ainsi, le cœur éprouve une délicieuse quiétude, une sublime tranquillité. La certitude est la base que veulent les sentiments humains, car elle ne manque jamais aux sentiments religieux. L'homme est toujours certain d'être payé de retour par Dieu. L'amour ne se croit en sûreté que par cette similitude avec l'amour divin. Aussi faut-il les avoir pleinement éprouvés pour comprendre les voluptés de ce moment, toujours unique dans la vie. Il ne revient pas plus que ne reviennent les émotions de la jeunesse. Croire à une femme, faire d'elle sa religion humaine, le principe de sa vie, la lumière secrète de ses moindres pensées, n'est-ce pas une seconde naissance? Un jeune homme mêle alors à son amour un peu de celui qu'il a pour sa mère. Rodolphe et Francesca gardèrent pendant quelque temps le plus profond silence, se répondant par des regards amis et pleins de pensées. Ils se comprenaient au milieu d'un des plus beaux spectacles de la nature, dont les magnificences s'expliquaient par celles de leur cœur, les aidaient à se graver dans leur mémoire les plus fugitives impressions de cette heure unique. Il n'y avait pas eu l'ombre de coquetterie dans la conduite de Francesca. Tout en était large, plein, sans arrière-pensée. Cette grandeur frappa vivement Rodolphe, qui reconnaissait en ceci la différence qui distingue l'italienne de la française. Les eaux, la terre, le ciel, la femme, tout fut donc grandiose et suave, même leur amour, au milieu de ce tableau vaste dans son ensemble, riche dans ses détails, et où l'âpreté des cimes neigeuses, leurs plis raides nettement détachés sur l'azur, rappelait à Rodolphe les conditions dans lesquelles devait se renfermer son bonheur. Un riche pays cerclé de neige. Cette douce ivresse de l'âme devait être troublée. Une barque venait de Lucerne. Gina, qui depuis quelque temps la regardait avec attention, fit un geste de joie en restant fidèle à son rôle de muette. La barque approchait, et quand enfin Francesca put y distinguer les figures, Tito, s'écria-t-elle en apercevant un jeune homme. Elle se leva debout au risque de se noyer et cria Tito, Tito, en agitant son mouchoir. Tito donna l'ordre à ses bateliers de nager et les deux barques se mirent sur la même ligne. L'italienne et l'italien parlèrent avec une si grande vivacité, dans un dialecte si peu connu d'un homme qui savait à peine l'italien des livres et n'était pas allé en Italie, que Rodolphe ne put rien entendre ni deviner de cette conversation. La beauté de Tito, la familiarité de Francesca, l'air de joie de Gina, tout le chagrinait. D'ailleurs, il n'est pas d'amoureux qui ne soit mécontent de se voir quitté pour quoi que ce soit. Tito jeta vivement un petit sac de peau sans doute plein d'or à Gina, puis un paquet de lettres à Francesca qui se mit à les lire en faisant un geste d'adieu à Tito. Retournez promptement à Gersau, dit-elle au batelier. Je ne veux pas laisser languir mon pauvre Emilio 10 minutes de trop. Que vous arrive-t-il demanda Rodolphe quand il vit l'italienne achevant sa dernière lettre. La libertà, fit-elle avec un enthousiasme d'artiste. E denaro, répondit comme un écho Gina, qui pouvait enfin parler. Oui, reprit Francesca, plus de misère. Voici plus de 11 mois que je travaille, et je commençais à m'ennuyer. Je ne suis décidément pas une femme littéraire. Quel est ce Tito? Fit Rodolphe. Le secrétaire d'État au département des finances de la pauvre boutique de Colonna, autrement dit le fils de notre ragionato. Pauvre garçon, il n'a pu venir par le Saint-Gothard, ni par le Mont-Cenis, ni par le Simplon. Il est venu par mer, par Marseille. Il a dû traverser la France. Enfin, dans 3 semaines, nous serons à Genève, et nous y vivrons à l'aise. Allons, Rodolphe, dit-elle en voyant la tristesse se peindre sur le visage du Parisien. Le lac de Genève ne vaudra-t-il pas bien le lac des 4 cantons? Permettez-moi d'accorder un regret à cette délicieuse maison Bergmann, dit Rodolphe en montrant le promontoire. Vous viendrez dîner avec nous, pour y multiplier vos souvenirs, povero mio, dit-elle. C'est fête aujourd'hui, nous ne sommes plus en danger. Ma mère me dit que dans 1 an, peut-être, nous serons amnistiés. Oh, la cara patria! Ces 3 mots firent pleurer Gina, qui dit « Encore un hiver, je serai morte ici ». Pauvre petite chèvre de Sicile, fit Francesca en passant sa main sur la tête de Gina, par un geste et avec une affection qui firent désirer à Rodolphe d'être ainsi caressé, quoique ce fût sans amour.
La barque abordait, Rodolphe sauta sur le sable, tendit la main à l'italienne, la reconduisit jusqu'à la porte de la maison Bergmann et alla s'habiller pour revenir au plus tôt.